Vous êtes peut-être pas au courant, mais dans les années 70, il y a eu une super grosse guerre entre les êtres humains puis les abeilles. Je le sais, moi, parce que j'ai écouté The Swarm de 1978. C'est notre film d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon? Où je regarde tous les films de science-fiction, plus ou moins de tous les temps. Et j'essaie de retrouver au moins une qualité et quelque chose d'intelligent à dire, au moins qui peut exciter là, nos réflexions. Et c'est ça, notre film d'aujourd'hui, c'est The Swarm de Irwin Allen de 78, donc, et c'est un film catastrophe. Et ça raconte l'histoire donc d'un entomologiste qui est joué par Michael Caine et qui se rend compte que, c'est ça, la race humaine est en train de se faire attaquer par des abeilles tueuses, les célèbres abeilles tueuses africaines, là, dont on a beaucoup entendu parler au fil des années. Ben, c'est eux autres dans ce film-là. Puis, manifestement, elles sont vraiment pas contentes. Et puis, ils ont développé des sortes de super pouvoirs, là, ces abeilles-là. Et puis, ben, c'est ça, ils sont en furie, ils attaquent des villes, ils rasent de détruire Atlanta. Fait que Michael Caine se fait confier les pleins pouvoirs par le président américain. Et il est suivi par un général et par l'armée. Et avec l'aide de son équipe de spécialistes des insectes, dont on a Richard Chamberlain, Henry Fonda et beaucoup d'autres figurants. OK. Une fille aussi dont j'ai pas noté le nom malheureusement, mais qui est correct, qui est dans le film. Avec cette équipe-là, il va essayer de vaincre les redoutables abeilles meurtrières africaines. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un paquet de figurants qui se font à peu près tous tuer, là. Pas juste des figurants, mais des caméos de toutes sortes. Mais bon, n'anticipons pas. C'est ça votre histoire, en gros. Les humains en guerre contre les abeilles. Et pourquoi c'est bon? Une maudite bonne question. Bon, on va le dire tout de suite, OK? The Swarm, si vous allez sur la liste de Wikipédia, là, des pires films de tous les temps, je ne le savais pas quand je l'ai regardé, mais si vous allez sur la liste pires films de tous les temps de Wikipédia, il est dans la liste. Moi, elle est pas bonne, elle est pas fiable, cette liste-là. C'est clairement, ça serait un sujet en soi de disséquer pourquoi cette liste-là, à mon avis, n'est pas... est plus tendancieuse que d'autres choses, mais le fait est que The Swarm y figure, et celui-là, il le mérite, en fait. Et puis, bon, il y a des films qui sont listés, comme Reefer Madness, évidemment, dans la liste, Plan 9 from Outer Space, évidemment, est listé. Mais, non, The Swarm mérite, là, il mérite amplement sa place. Pourquoi c'est bon? Ben, il y a deux manières d'y répondre. On va commencer par la manière honnête et professionnelle, entre guillemets. C'est bien réalisé. C'est en fait étonnamment bien réalisé. C'est extrêmement compétent en termes de réalisation. Puis quand on regarde cette liste-là, par exemple, de films, comme on dit, pourris, de pires films de tous les temps, mettons Plan 9. Bon, ben Plan 9, c'est bien connu, on en a déjà parlé, pourquoi c'est bon. Ben, c'est fait par Ed Wood, et Ed Wood, il était pas compétent, il était pas bon, il savait pas ce qu'il faisait, pas tellement en tout cas, tu sais. Puis, mais moi, j'aime bien Ed Wood, essentiellement, tu sais. Il essaye, puis il veut. Puis il est tellement amateur que c'est, à mon avis, d'une bonne foi discutable de le mettre dans ce genre de liste-là. Mais Irwin Allen, qui a réalisé le film, je pense qu'il l'a produit aussi, lui, il n'a pas, si on veut, l'excuse de ne pas savoir ce qu'il faisait. Manifestement, il sait très, très bien ce qu'il fait. Il est très compétent. Le cadrage, le montage, le langage cinématographique de base, tout est en place. Puis, c'est pas toujours le cas. C'est même souvent pas le cas du tout. Ici, ça l'est. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire.
Si on cherche des qualités au film, là, sincèrement, là, c'est quasiment rien que ça. OK, il y a Richard Chamberlain, il y a Michael Caine, puis il y a Henry Fonda. Il y a aussi Olivia de Havilland, Fred MacMurray, Slim Pickens, plusieurs autres acteurs comme ça. Mais bon, moi, en général, quand je vois Michael Caine dans un film, je suis toujours content. Michael Caine, je suis toujours content. Mais Michael Caine, lui-même va le dire, il a joué dans beaucoup de pas bons films et il est pas toujours bon. C'est plate à dire, mais là-dedans, il est pas terrible. Il crie beaucoup. Il passe vraiment beaucoup de temps à crier. Il m'a fait penser au commandant Koenig dans Cosmos 99 ou Blake dans Blake 7. Bon, moi, Blake 7, 2 feuilletons britanniques là, de science-fiction des années 70. Bon, Cosmos 99, j'ai beaucoup aimé ça quand ça passait. Blake 7, je l'ai vu beaucoup plus tard, mais j'ai adoré ça aussi. Mais dans les deux cas, on a des commandants qui passent leur temps à crier après tout le monde. Leur mode, leur style de gestion, c'est d'engueuler le monde. Ici, Michael Caine, il fait un peu ça. Il crie vraiment beaucoup. Puis ça donne un peu l'impression qu'on se demande à quel point les acteurs ont été plus ou moins laissés à eux-mêmes. Bon, je le mentionne parce que même si je suis toujours content quand je vois Michael Caine dans un film, Michael Caine, il y a lieu d'être prudent à cause de films comme celui-ci où... il est le fun à voir parce qu'il est tout le temps cool, Michael Caine, mais il est pas bien bon dans le film. T'sais, il est pas mauvais, là, mais il est dans le spectre du pas bon. OK? Et puis, Richard Chamberlain, c'est un peu la même chose. Mais tu sais, ils vont avec qu'est-ce qu'ils ont comme matériel. Puis le matériel, c'est peut-être le film le plus imbécile que j'ai vu de ma vie. C'est un candidat très sérieux. Puis c'est ça, bon, c'est ça, Chamberlain, il a relativement un petit rôle. Il est cool, mais tu sais, lui aussi, il est pas terrible dans le film parce que son personnage est niaiseux. Puis tous les acteurs font de leur mieux. Puis parce qu'ils sont compétents, ça passe. Mais tout le monde est un peu... C'est ça, je pense qu'ils ont été plus ou moins laissés à eux-mêmes. Parce que tu peux les voir un peu sortir leur tour de leur chapeau, là, bon. En tout cas, c'est ça, Henry Fonda qui fait un gars en chaise roulante, là, un des chercheurs, c'est tellement débile. Henry Fonda, lui, sa spécialité, c'est genre les venins pis ces affaires-là. Alors, il faut savoir que c'est ça. Au début du film, il y a une séquence un petit peu comme dans Andromeda Strain, où est-ce qu'il y a une équipe en genre de costume étanche, là, pour les protéger des risques de contamination. Ils rentrent dans une base militaire désaffectée et, bon, tout ça, ça fait très téléfilm, mais c'est quand même efficace, c'est quand même pas pire. Puis c'est ça, il trouve un survivant dans la base, et c'est Michael Caine, qui n'est pas un militaire, mais on l'apprend, qui lui attend depuis des décennies que lui, en tant que scientifique sérieux, lui, il se doute bien que les insectes vont partir en guerre contre les êtres humains. En guerre contre les êtres humains. Et c'est ça, manifestement, il passe sa vie à entrer par infraction dans des bases militaires pour enquêter en prévision du jour où les insectes vont attaquer. Puis là, finalement, c'est le cas. Puis il y a toujours sa valise avec lui, avec tous ses dossiers et entre autres, le nom de toutes les personnes qu'il va vouloir recruter le jour où, c'est ça, les insectes vont attaquer. Il est d'ailleurs bien déçu quand il apprend que c'est les abeilles, parce que comme il le dit lui-même, les abeilles ont toujours été nos amis. J'aurais jamais cru que les abeilles... J'ai toujours su que les insectes allaient partir en guerre contre nous, mais que ce soit les abeilles me brise le cœur. Je paraphrase un peu, mais c'est ça. C'est une scène du film. Bon. Fait que c'est ça. Je fais du coq à l'âne, mais... ouais...
l'autre, c'est ça. La raison pour laquelle c'est bon, c'est parce que c'est un des pires films de tous les temps, puis il est sur ce genre de liste-là, puis vous allez vouloir le regarder. C'est l'autre manière de répondre à la question. J'essaie généralement de trouver une vraie qualité, là, une qualité réelle, pas une qualité cynique. Puis la vraie qualité réelle, c'est qu'il y a des acteurs qu'on est content de voir, et la réalisation coche toutes les cases de la compétence, à part le bon goût artistique. Hein? Il y aura une comparaison intéressante, me semble-t-il, à faire avec l'épisode 1 de la Guerre des Étoiles, La menace fantôme, qui est un film pour lequel j'ai quand même de l'affection, puis je trouve qu'il y a plus d'affaires qui marchent dans le film que ce qu'on dit, là, mais clairement, à beaucoup d'égards, disons que c'est un candidat sérieux pour figurer sur une liste certainement d'échecs artistiques, là, l'épisode 1. Mais pas pour les mêmes... Je sais pas, il y aurait une comparaison intéressante. Parce que dans les deux cas, comme ici, comme dans The Swarm, on a des énormes productions, puis on a des réalisateurs qui jouissaient d'une excellente réputation, en fait. Qui avaient le vent dans les voiles. Bon, Lucas, on est bien connu. Je n'insisterai pas là-dessus aujourd'hui, mais puis encore une fois, les prequels, c'est pas terrible, c'est pas bon avec des grands bouts, mais c'est quand même correct. Là, c'est plus cool que pas cool. OK. C'est proche là, de la ligne, là, mais je pense que c'est plus cool que pas cool. Mais non, c'est ça. Bon, The Swarm, Irwin Allen. Irwin Allen, il est connu pour deux raisons. Hein. Il a fait toute une série de séries de science-fiction quétaines mais légendaires, des années 60 en particulier, notamment Voyage au fond des mers, Perdu dans l'espace, Le tunnel du temps, puis je pense Le village des géants, quelque chose comme ça. Ça, je suis moins certain, mais certainement les trois autres, c'est le cas. Puis il est aussi connu pour la deuxième phase de sa carrière, dans les années 70, où il a produit toute une série de films catastrophes. Son nom est associé à ce genre-là, qui est à beaucoup d'égards le genre totémique, en quelque part, des années 70. Ça, c'est un des gros genres. Ça, puis une série de films où les animaux se vengent. Là, c'est un autre genre qui est très, très, très fréquent dans les années 70, certainement dans les films de genre. Puis ça, ici, c'est un mélange des deux. Bon, ben c'est ça. Irwin Allen, il est connu pour le film catastrophe. Son plus connu, c'est La Tour Infernale, avec, je pense, Steve McQueen, que je n'ai pas vu, mais bon, regarde, je sais pas si c'est bon pour vrai, La Tour Infernale ou Poseidon Adventure. Là. Deux de ses gros succès, mais ça a pogné bien gros, en tout cas. Tandis que ça, ici, ça a tellement pas pogné qu'apparemment, Irwin Allen a exigé dans ses entrevues subséquentes que on ne mentionne jamais le film en sa présence. Puis il en a fait que 2 après ça, puis les 2 autres n'ont pas marché, fait qu'il a décroché. Bon. Fait que si on regarde le film côté nanar, là, parce que c'en est un, essentiellement. Je pense que sur Nanarland, même, le site de films de films tellement mauvais qu'ils sont drôles, donc Nanar, ben je pense que The Swarm doit y figurer. Ben, si on le regarde de ce point de vue-là, puis qu'on essaie de trouver le côté psychotonique, là, le côté amusant du film, ben, il y a une séquence que je pense qui mérite d'être mentionnée. J'en en mets juste une. Fait qu'on est à peu près à 45 minutes dans le film. Puis là, Richard Chamberlain, avec Michael Caine, toute la gang, il parle là, du sentier de destruction là, des abeilles, n'est-ce pas, qui sont en train de ravager les États-Unis. Et ils disent, il y a une centrale nucléaire là, dans leur sentier de destruction. C'est la première fois qu'on entend parler de la centrale nucléaire du film, OK? Ça fait environ 45 minutes, peut-être 1 heure, là. Le film dure 2h30, hein? Ça fait que c'est quelque part dans la première moitié du film, en gros. Centrale nucléaire, on en entend parler, mettons, à 1h45. Elle n'oserait pas attaquer une base nucléaire. Ce sont des insectes. Richard Chamberlain y va juste pour être certain, là, juste pour être sûr.
Fait que 2 minutes plus tard dans le film, Richard Chamberlain est dans la centrale nucléaire, dont on vient d'entendre parler 2 minutes plus tôt, où il est accueilli par un de nos caméos du film, Miguel Ferrer, qui est toujours très cool. Okay? Je pense qu'il fait l'empereur dans Dune, il fait plein d'affaires. Il fait ici le patron de la centrale nucléaire. Richard Chamberlain lui dit « Vous devez fermer la centrale nucléaire. » Là, Miguel Ferrer, il dit « Nous ne pouvons pas fermer la centrale nucléaire. Tout l'État de je sais pas trop quoi dépend de notre électricité. Ces femmes et ces enfants qui ont besoin de notre bonne énergie nucléaire, là, qui est entièrement sécuritaire. Nous ne pouvons pas leur faire ça. » Chamberlain, il dit « Si les abeilles attaquent, nous sommes en danger. » Eh bien, 30 secondes plus tard, 30 secondes après que Miguel Ferrer nous ait dit que la centrale était entièrement sécuritaire et que c'était impossible, ben les abeilles attaquent. Elles passent par les conduits d'aération, comme tout le monde, et la centrale nucléaire explose. 3 minutes après qu'on a entendu parler la première fois. Honnêtement, j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que c'est ce genre de film-là. Si vous voyez un véhicule en mouvement dans le film, il y a au moins 9 chances sur 10 qu'il explose à la fin de la scène. Généralement en passant à travers une vitre ou, dans le cas d'un train, en déboulant une montagne. OK? Les véhicules sont là pour avoir un accident puis exploser. Les acteurs sont là pour se faire... ils sont là pour avoir des noms sur l'affiche, puis pour étirer la sauce, pour attirer différents publics. Il y a toute une catégorie des acteurs qui sont clairement la génération d'avant, voire la génération avant, parce que les vieux d'Avalon jouaient dans Autant en emporte le vent. Bon, elle est morte à 104 ans, je pense. Fait que c'est ça. Elle est courtisée par Fred McMurray, puis un autre gars dont j'ai oublié le nom. Fred McMurray, on le voyait beaucoup dans les années, c'est ça, je pense, 50, 60. Là. Il a joué dans The Pushover en particulier, que j'avais vu au cinéma en répertoire. Je ne l'ai pas vu quand il est sorti, mais... peu importe. Fred McMurray, pendant un bout de temps, on le voyait beaucoup. Fait que là, c'est ça. Il va chercher la clientèle Matlock, là, si vous voulez. Mais eux autres, c'est ça. À un moment donné, vers la moitié du film, ils prennent un train, puis le train explose, il se fait attaquer par les abeilles, puis c'est grotesque. Bon, fait que c'est le même tout le long, puis à la fin, il y a des lance-flammes. Ça, c'est cool, mais bon... Tout le monde se fait tuer, sauf... à peu près tous les personnages se font tuer, à part Michael Caine, puis ils réussissent par un stratagème à vaincre les abeilles. Ah oui, j'ai oublié, parce que j'étais parti pour commencer de parler d'Henry Fonda. Henry Fonda, il est spécialiste des... c'est ça. Les abeilles, quand ils piquent les gens, là, ils créent des hallucinations, où les gens voient des abeilles géantes, là. La nature a pensé à tout. Parce que, tu sais, quand tu te fais piquer par un serpent, traditionnellement, tu as des hallucinations où tu vois des serpents géants. Ça, c'est scientifique, c'est bien connu. Si tu te fais piquer par une araignée, tu as une hallucination où tu vois des araignées géantes. Ça, c'est scientifique. Puis on le sait, dans le film, c'est comme ça. Puis après ça, les gens, ils meurent dans des souffrances atroces, évidemment. Puis même quand ils pensent qu'ils s'en remettent, généralement, ils tomberaient de mort 3 heures après. Là. C'est très dur, le venin d'abeille là-dedans. Puis Henry Fonda, il décide qu'il va trouver un remède, mais il va expérimenter sur lui-même. OK, notre sexagénaire en chaise roulante attend que tout le monde soit parti. C'est tellement débile. Ça se dit pas. Je veux dire, vraiment, j'ai pas retrouvé mes notes, mais à peu près, tu sais, j'ai dû écrire 3-4 fois, c'est complètement débile dans mes notes. Pour vrai, c'est comme la chapelle Sixtine de la bêtise totale. Là. Mais c'est pas méchant, tu sais, c'est pas grossier, c'est juste... tous les jets d'intelligence que le personnage devait faire, que le gars qui a réalisé, qui a pensé au film, il les a tous échoués. Toutes les décisions artistiques ou créatives qu'il pouvait prendre sont toutes débiles. Mais c'est pas pour être méchant, c'est juste... c'est remarquable.
Fait que c'est ça, moi qui cherche les qualités, ben je les ai nommées. Puis si vous aimez le côté nanar, ben je viens d'en parler. Fait que c'est ça pour The Swarm. Ça dure 2h30. En tout cas, moi, la version que j'ai vue, je pense qu'il y a deux versions. Il y a une version d'à peu près 2 heures, puis après ça, il y a une sorte de version plus ou moins du réalisateur, ou je sais pas pourquoi, là, je me rappelle pas. Là. En tout cas, il a fait une version longue, c'est celle que j'ai regardée. Puis il y a des longueurs, c'est trop long. 2h30 en partant, il y a des scènes, clairement, c'est du remplissage. Là. Il y a beaucoup de scènes sentimentales. Il y a une femme enceinte qui accouche. OK. C'est un film catastrophe, il y a une femme enceinte qui accouche, parce que c'est plus dramatique. Puis son médecin est en amour avec elle. Le médecin qui a fait accoucher. C'est tellement... c'est comme Airplane. Y a-t-il un pilote dans l'avion? D'ailleurs, je pense qu'il est inspiré en grosse partie d'un film de Rowan Allen, là, qui est, je pense, Airport. Je pense qu'il fait partie des films de Rowan Allen. Certainement, il est dans la vague des films catastrophes. C'est beaucoup basé là-dessus. Puis un film, je pense, des années 50, je crois, mais bon, ne me citez pas là-dessus. Mais tu sais... Imaginez un film. Imaginez, y a-t-il un pilote dans l'avion, mais qui se prend au sérieux, puis c'est ça que c'est. Incidemment, y a-t-il un pilote dans l'avion 2? Il y a un film qui est sorti que j'ai pas vu, j'oublie le titre, là, Starflight One ou quelque chose comme ça, qui est réputé comme étant y a-t-il un pilote dans l'avion 2 sans les blagues? Sujet pour un autre jour. Ben voilà, c'est un four total, c'est un échec total. Puis, à la décharge du bon goût américain, n'est-ce pas? Ben, à peu près tout le monde a trouvé que c'était pas bon à l'époque. Il faut bien le dire. Donc, OK. Mais en général, après ça, c'est ça, je me dis, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion intelligente ou qu'est-ce qu'on peut se poser comme question, bon. Parce qu'une de mes, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on peut voir des traits. Regarde, je ne referai pas toute ma théorie des trames narratives, là, entrons dans le vif du sujet. Il parle de guerre là-dedans. Puis ça me paraît pas trivial. On peut voir ça de manière. On peut trouver ça intéressant de se dire, OK, bon, ben. Le conflit avec les abeilles est explicitement décrit comme étant une guerre. Bon, avant d'aller plus loin, genre, on aurait pu aussi parler de toute la question qui a déjà été évoquée, entre autres par Michael Moore, je ne me rappelle pas lequel de ses films, mais de est-ce que c'est raciste parce que les abeilles sont africaines? Puis j'ai eu ça en tête en regardant le film. Puis je dis pas que ça se peut pas, mais moi j'ai... Donc, est-ce que ça fait partie du truc? Moi, j'ai pas eu l'impression, sincèrement. Je dis pas que ça joue pas du tout parce que je suis pas états-unien, donc j'ai pas les mêmes genres de connexions de neurones qu'eux autres, tu sais. Eux, je m'excuse de le dire, mais toute leur société a été longtemps basée sur l'esclavage. Je sais bien qu'il y en avait ici, il y en a eu bien des places, mais c'était pas toute la société était basée là-dessus, tu sais. Si vous allez voir, bon, en plus, c'est ça, l'Empire britannique, vous irez checker. OK. Mais il a fait fortune parce que l'esclavage existait. C'est le commerce de l'esclavage qui a rendu possible l'Empire britannique, en bonne partie. Pour des raisons pas des raisons économiques évidentes, mais parce que quand tu as un empire, OK, la manière que ça marche, là, c'est que à l'époque des bateaux, tu as besoin de trois escales. Tu vends une affaire à une place, puis à cette même place-là, tu achètes un truc, puis là, tu vas dans une deuxième place, tu vends ce que tu viens d'acheter, puis avec le cash, tu achètes une affaire que eux autres font, puis tu fais ça une troisième fois. OK? Puis ça fait puis là, tu retournes à ta première place. Tu sais. T'achètes puis tu vends, t'achètes puis tu vends, t'achètes puis tu vends. T'sais. Puis tu reviens à ta première, vendre
l'affaire que tu as achetée là. Bon, puis ça te fait un triangle. Puis, bon, dans le cas de la Nouvelle-France, par exemple, nous, ce qu'on avait ici, c'est ça, c'était la fourrure, c'était un des trois. T'sais. Puis, deux autres affaires que j'oublie. Mais eux autres, il y avait, je pense, les armes, l'alcool, puis les esclaves. C'est à peu près ça, leur truc. Ben, c'est plus payant ça que les casses de poêle, voyez-vous. OK? Bon. Fait que c'est normal, là, tu sais, que, tu sais, je veux dire, bon, leur pays a vraiment été fondé là-dessus, puis sur le génocide, évidemment, des Autochtones, etc. Ça fait que c'est normal que ça leur trotte dans l'esprit, là. Ils en ont pour des siècles à essayer de dépatouiller ça, là. Ils sont pas sur le bord... ils n'ont pas fini, là. Fait que, bon, est-ce que pour eux autres, cette question-là d'abeilles africaines, est-ce que ça a un rapport avec ça? Je le sais pas. Mais j'ai pas... Pour moi, ça m'a pas... J'ai l'impression que ça serait... Ça me paraît abusif, là, de dire que, ouais, c'est carrément raciste parce qu'ils disent africains. J'ai pas l'impression que c'est déterminant. Je le mentionne quand même là parce que c'est quelque chose qui est susceptible d'intéresser un certain nombre de personnes, puis c'est des genres d'idées qu'on entend dans la culture. Mais ce que j'ai trouvé plus significatif, justement, c'est cette histoire-là de guerre. Puis sans rentrer dans tous les détails, ben, il est quand même remarquable. Puis ça aussi, honnêtement, c'est un point que Michael Moore mentionnait. Si ça se trouve dans le même film, je pense que c'est dans Fahrenheit 911, quelque chose comme ça, en tout cas. C'est un truc aussi que Chris Hedges a mentionné, qui est... à quel point la guerre joue un rôle dans le récit collectif états-unien. C'est ça, Chris Hedges, journaliste, chroniqueur, bon, qui a été impliqué dans une histoire de plagiat à un moment donné. J'ai un peu arrêté de le suivre à ce moment-là, mais que honnêtement, je trouvais bien intéressant. Puis... je souscrivais pas à tout, mais c'est bien intéressant. Puis son bouquin, c'était War is a force that gives us meaning. Hein? La guerre est une force qui nous donne un sens. Okay. Parlant évidemment des États-Unis. Puis c'est ça, Michael Moore mentionnait dans un de ses films que, je crois en tout cas qu'il en parlait, à quel point la notion de guerre est souvent utilisée, la guerre contre la drogue, la guerre contre la pauvreté, toutes ces choses-là, c'est souvent utilisé pour décrire des politiques, honnêtement, qui pourraient être appelées d'autres noms que ça. Puis en plus, souvent pour des entreprises qui sont dont on peut soupçonner qu'elles sont plus idéologiques que d'autres choses. Okay? Mais c'est ça. Ici, la prémisse du film, c'est que c'est pas une métaphore que les insectes, en l'occurrence les abeilles, sont en guerre. C'est une réalité factuelle, d'après ce film-là. C'est réellement un conflit militaire entre une espèce et une autre. Puis, ben c'est ça. Moi, c'est... dans quel genre de culture est-ce que ça paraît pas complètement absurde? Juste au premier coup d'œil, essentiellement. Bon, encore une fois, le film a été beaucoup ridiculisé à l'époque. C'est que peut-être qu'il y a eu cette réaction-là en partie. Il faudra aller voir. Mais c'est ça. Je veux dire, le fait que c'est présenté comme ça, bon... Puis, c'est pas juste la guerre. De quelle guerre parle-t-on? Ça serait une autre question qu'on pourrait se poser. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui, mais on peut se demander, par exemple, OK, bon, non seulement c'est la guerre, mais c'est la guerre présentée d'une certaine manière. OK. Puis ce que je veux dire par là, c'est... Ben déjà, on remarque qu'on est aux États-Unis dans les années 70, 30 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale... le moment où les États-Unis deviennent la puissance dominante en Occident. Okay? Puis ils prennent le relais de l'Empire britannique, qui était la puissance dominante en Occident pendant les 150 années précédentes. Pas juste en Occident d'ailleurs, bon, mais certainement en Occident. Donc c'est ça. Puis c'est ça.
les Américains gagnent... Ils gagnent la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le discours des Américains, c'est qu'ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. OK. Puis, ils ont répété ça pendant des décennies. Il y a un point de vue où c'est plutôt vrai. Le débarquement de Normandie, c'est principalement eux, bon. Mais, bon, tu sais, demander à l'armée soviétique qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, à l'armée rouge, demander aux gens de Stalingrad, à leur avis, à eux, quel a été le facteur déterminant de la Deuxième Guerre mondiale, vous verrez qu'est-ce qu'ils vous répondent. Mais certainement, les Américains ont raconté l'histoire, puis qui a quand même, qui est fondé sur quelque chose, là. Ils ont quand même été assez gros, là. C'est pas entièrement de la malhonnêteté intellectuelle du tout, là. Il y a des, bon, ils ont des arguments pour leur cause, mais ils ont raconté l'histoire que c'est ça, ils avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'était la civilisation contre la barbarie. C'était plutôt vrai, mais c'était aussi l'histoire qu'eux racontaient. C'était la trame narrative. Okay? Les nazis sont méchants, c'est vrai. Mais c'est pas parce que le méchant est caricatural dans la vraie vie que les gens en parlent pas de manière caricaturale aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Okay? Il y a eu une version, il y a eu une histoire qui a été racontée après la Deuxième Guerre mondiale qui a servi, puis qui continue aujourd'hui, qui a servi à justifier l'autorité morale du nouvel empire, de la nouvelle puissance mondiale. Puis, en l'occurrence, les Américains, puis c'est ça. Puis dans ce sens-là, ben, tout en quelque part dans le discours collectif américain repose en ça repose sur l'idée de nous sommes bons parce que nous faisons des guerres contre les méchants. Voyez-vous? OK. Puis ben, je peux pas faire autrement que faire le rapprochement ici, là. T'sais. Fait qu'on ne tirera pas de conclusion aujourd'hui, mais je pense que c'est pas très difficile de voir un lien entre les deux. T'sais, c'est ça. Puis quand je parlais de quelle guerre on parle, ben, c'est pas la guerre de Clausewitz, hein? Bon, Clausewitz, c'est un autre bouquin qui est sur ma liste de lecture que j'ai pas lu, là, je l'ai, là, mais bon. Mais tu sais, Clausewitz, il est bien connu pour l'art de la guerre. Il a écrit un bouquin sur la guerre, qui a pas fini d'ailleurs, qui est mort avant d'avoir révisé, qui est plus ou moins contradictoire, mais une des affaires qu'il dit, c'est ça, le but de la guerre, c'est de briser la volonté de l'adversaire. OK? Plus ou moins par tous les moyens possibles. Bon, ben, c'est pas de ça qui est question ici. Michael Kay n'est pas en train d'essayer de briser la volonté des abeilles. Okay? Il n'est pas en train d'essayer d'aller dans les ruches là, pour faire de la guerre psychologique ou pour. Tu sais, c'est pas ça. C'est l'idée, c'est une vision de la guerre plutôt. Il y a l'armée gentille, des gentils, puis l'armée des méchants, puis ils se rentrent dedans. Comme dans G.I. Joe. C'est plus proche de ça. C'est ça, c'est pas la guerre de Sun Tzu. Que ça, je l'ai lu lors de la guerre de Sun Tzu, puis bon, c'est bien intéressant, mais bon, il est connu pour des axiomes du style faut choisir son champ de bataille. Okay? Une grosse partie de la victoire repose sur c'est ça, sur choisir un champ de bataille qui est avantageux pour soi. Il ne parle jamais de ça. OK? Sun Tzu, il y a aussi le truc où est-ce que la perfidie et la ruse et plus ou moins la trahison, tout ce qui est astuce, arnaque, etc. Et ça est une des principales stratégies, en fait, là, de la guerre. Puis, jusqu'à un certain point, ça, il y a ça dans le film, parce que c'est un peu comme ça que les humains gagnent. Mais
Mais je suis pas certain à quel point c'est délibéré, honnêtement. Là. Je pense que c'est plus un accident. Ça serait mon hypothèse, mais... Ça pour dire que c'est pas une version... C'est pas basé sur une étude historique de la guerre. C'est pas basé sur... Ils disent pas, OK, dans la vraie guerre, le ravitaillement est super important. Que les lignes de ravitaillement sont super importantes, comme par exemple dans le cas de la Grande Armée de Napoléon, c'était une de ses forces. Là. Ben, il n'y en a pas question ici des lignes de ravitaillement des abeilles, voyez-vous. OK? Parce que c'est pas basé sur donc la guerre mentionnée par les grands penseurs de la guerre. C'est pas la guerre dont il est question ici. Il fait pas référence à ça. Elle fait pas référence à la guerre historique. À quoi elle fait référence donc? Ben peut-être qu'elle fait référence à la guerre dans l'imaginaire collectif, à la guerre comme cliché, ok, mais comme c'est ça, comme lieu commun, comme histoire que les gens se racontent. La guerre comme ce qu'on voit à la TV. OK. Où est-ce que tu as les gentils d'un bord puis les méchants d'un l'autre? Plus ou moins ça. T'sais. Le méchant, souvent, ils sont braves. C'est les généraux, c'est les leaders, dans le fond, qui sont méchants. Souvent, on voit ça. Mais il y a quand même la notion de... une version extrêmement épurée, édulcorée là, de la réalité de la guerre. Puis moi, je ne l'ai pas faite, la guerre. Je suis bien content, d'ailleurs. Mais bon, c'est ça. C'est ça. Il y a toute une idée que la guerre, c'est noble et que c'est beau et que c'est merveilleux. Et Apollinaire pensait ça. Guillaume Apollinaire. Il trouvait ça apparemment merveilleux, la guerre, avant de la faire. Puis finalement, il l'a fait. Puis il n'a pas trouvé que c'était cool. Bon, ceci dit, puis je vais finir là-dessus, le fameux Slim Pickens dont je mentionnais, généralement, il joue plutôt des... qui est un acteur qui joue là-dedans. Il est connu, entre autres, parce que dans Dr. Strangelove, là, Dr. Folamour de Kubrick, c'est lui, à la fin du film, qui est sur la bombe nucléaire avec le chapeau qui fait « Iha », là. C'est lui. OK? Puis, généralement, il joue plutôt des rôles humoristiques, là, de gros Texans un peu caricatural. Souvent, il joue ça. Puis là-dedans, il commence en étant un petit peu comme ça, mais finalement... les 2-3 scènes qu'on le voit, c'est le père d'un des soldats qui est décédé dans la base militaire au début. Puis il y a une scène plutôt dramatique où, pour un acteur humoristique laissé à lui-même, j'ai trouvé qu'il faisait une bonne job. En voilà une autre qualité du film. Tout ça pour dire que c'est ça. Lui, il confronte le général, là, puis avant même d'apprendre que son fils fait partie des victimes. Puis il dit au général, c'est ça, mon fils s'est enrôlé là, contre ma volonté et mes conseils, s'est enrôlé dans l'armée. Puis il veut voir son fils parce qu'il a peur qu'il soit mort, non sans raison. Puis, fait qu'il y a un message. Slim Pickens, personnage sympathique, tient un discours anti-militaire, en vérité, anti-belliqueux. Puis, il est en âge de l'avoir fait, la guerre. Si ça se trouve, d'avoir fait la Deuxième Guerre mondiale. Puis, c'est ça. C'est vrai que je vais finir là-dessus. Moi, je me rappelle, dans les années 80, qu'il y avait toute une série d'annonces à la télé américaine pour le recrutement dans les forces armées américaines, n'est-ce pas? Puis il y en avait au Canada aussi, là, mais je pense à une annonce américaine, puis une histoire dans une annonce en particulier, c'était que le père interdisait à son fils de s'engager. Une annonce de 30 secondes, là, genre, ou 2 minutes, mais le père interdit à son fils de s'engager. Son fils veut absolument s'engager dans l'armée. Puis le père n'est pas content. Mais finalement, ça crée une chicane. Mais le fils revient en permission 6 mois ou 1 an après. Il est devenu un homme, n'est-ce pas?
Et son père l'accueille à bras ouverts. Il est tellement ému de voir son fils, le soldat et l'homme. Et il bénit, n'est-ce pas, la décision de son fils de joindre l'armée. Il y en aurait pas mal des affaires à dire de cette annonce-là. Mais j'avais vu un commentaire à l'époque que j'avais trouvé fort judicieux qui est pourquoi cette annonce-là? Pourquoi qu'il raconte ça? Ben parce que si tu avais 30-40 ans, mettons plus 40 dans ces années-là, tu l'as probablement fait, la guerre, toi. La guerre du Vietnam, en l'occurrence. Ça fait que tu le sais, c'est quoi, toi? Fait que si ton petit gars te dit je veux m'engager dans l'armée, tu lui dis t'es-tu malade? Mais détail intéressant, ça prend à peu près 20 ans pour se rendre compte, d'après moi, ça prend à peu près 20 ans pour se rendre compte à quel point on se fait manipuler. De 20 à 40 ans, c'est à peu près le temps que ça prend pour te rendre compte, pour commencer à avoir un début d'idée de à quel point on se fait manipuler pour tout le temps, là, à quel point c'est énorme les mensonges qu'on croit. Puis 40 ans, c'est l'âge où est-ce que tu commences à te faire dire dans les médias que tu sais pas de quoi tu parles, puis que tu comprends pas les jeunes, puis tout ça. Puis c'est l'âge, tu sais, à 20 ans, tu te fais dire « Aie pas confiance aux gens de 40 ans, c'est la génération avant, ils ont tout bousillé, là, toi, t'es l'avenir. » Puis qui c'est qui lui dit ça? Du monde de 40 ans, du monde de 50 ans, du monde de 60 ans. Bref. Faites la guerre si vous voulez la faire, mais faites-la sans moi. Quoi que ça dépend. Bref, OK. Changeons de sujet. Notre recommandation maintenant, c'est un film dont j'avais parlé dans une version antérieure du podcast de cette émission. C'est Kingdom of the Spiders. Puis pourquoi j'en parle ici? Parce que c'est deux films extrêmement comparables. C'est les insectes se vengent, les arachnides ici, là, mais bon, le règne des bébites se venge. C'est deux films qui ont plutôt l'air de téléfilms à tous les points de vue possibles, sauf qu'il y a du gore, ou bon, c'est plus ou moins horreur, mais ça a des grosses émanations de téléfilms. Puis c'est moins compétent. Ça demeure compétent Kingdom of the Spiders, mais c'est moins bien léché, là. C'est un petit peu plus maladroit que The Swarm, mais ça marche plus, puis certainement, la fin est super bonne. OK. Fait que c'est ça. Ça vaut la peine de le voir pour la fin. Puis c'est intéressant de comparer un film à gros budget avec un film à petit budget. Puis de voir que le film à petit budget, finalement, même s'il n'est pas beaucoup plus habile que l'autre, beaucoup d'égards les moins, fonctionne mieux. Puis en plus, on a William Shatner là-dedans, qui fait votre héros et shérif. Fait que c'est ça. Pourquoi c'est bon, donc, The Swarm? Parce que c'est un des pires films de tous les temps. Mais c'est bien réalisé, puis il y a Richard Chamberlain, puis il y a Michael Caine. Et Henry Fonda.